Les centuries, attribuées à Nostradamus, ont hérité d'une bien étrange charge historique. Soumises au joug d'une réputation de type prophétique, comme un dragon rugissant, elles ont prédit à grands cris force cataclysmes en tout genre. L'information n'est pas si nouvelle. Michel de Notre-Dame ne serait pas l'auteur des centuries. Ceci étant le fruit d'une longue et passionnante étude menée par un certain philologue belge du nom de Rudy Cambier. Ces recherches l'ont mené à Cambron, vers un vieux moine cistercien du XIVe siècle nommé Yves de Lessines, parfois nommé Ivo de Lessini. Celui-ci, plus qu'être le véritable auteur des centuries, y aurait laissé des indices codifiés dans les quelques 4000 vers qui composent cet ouvrage. Des récits jusqu'au monde du cinéma, nous avons tous entendu parler du trésor des Templiers, une convoitise qui a fait couler tellement d'encre et de sang. Et si, à ce sujet, notre abbé de Cambron nous avait laissé des messages et des indices dissimulés à l'intérieur même du labyrinthe que constituent les centuries? Si oui, qu'est-ce donc que ce trésor? Et si des épures nous permettaient de décrypter ces messages codés afin d'épurer le chemin vers le trésor auquel notre âme aspire? Pour répondre à cette question, un autre homme s'est passionné de ce texte énigmatique afin de tenter d'en révéler les mystères. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours heurté aux interrogations les plus graves. Il a, consciemment ou non, tenté d'y répondre et de les exprimer par toute forme de langage, l'art, l'écriture, la parole, souvent écartelé dans une dualité entre le rationnel et l'irrationnel, l'intellect et le ressenti. Mais il semble qu'il a toujours été hanté par une sensation d'oppression face à une bête, un geôlier, obstruant le passage vers la sortie du tunnel de l'ignorance. Et si le décryptage des textes permettait de libérer nos mots incarcérés derrière des barreaux? Êtes-vous prêt à jouer le jeu de l'immersion dans les profondeurs de votre inconscient? Êtes-vous prêt à jouer le jeu de l'emprisonnement dans le labyrinthe des centuries, afin de vous laisser guider par le monde des symboles? Êtes-vous prêt à retrouver une âme d'enfant, imprégnée d'une soif de comprendre?
remonter le courant vers la source d'une unité oubliée. C'est peut-être bien ce que nous propose le labyrinthe que constituent les centuries. Aujourd'hui, nous allons évoluer ensemble à l'intérieur de 13 quatrains que nous allons disposer à l'intérieur d'une grille élaborée de manière à pouvoir se déplacer selon des repères. La méthode consiste à tracer des lignes et des formes géométriques mettant en évidence des mots, des syllabes, des anagrammes, des symboles et tout autre élément nous permettant d'obtenir une autre lecture. Non une lecture linéaire, mais une lecture à plusieurs dimensions. Tout cela doit suggérer un grand mouvement historique de données cachées et une méthode bien établie et expérimentée depuis les temps les plus anciens. Une méthode transmise et améliorée de génération en génération jusqu'à nos temps modernes. Durant notre aventure, les textes sacrés, les récits, les mythologies pourront nous accompagner pour nous guider. Souvenez-vous de Pénélope, qui tisse et retisse en attendant impatiemment le retour de son roi, le roi d'Ithaque, plus connu sous le nom d'Ulysse. Celui-ci, à son retour, et bravant les prétendants au trône, avait su tendre un arc qu'un seul pouvait tendre, et tira une flèche à travers 12 haches, épreuve qui lui rendit son trône. Dans notre périple, nous allons, en quelque sorte, nous mettre dans la peau d'Ulysse et Pénélope, car nous tisserons et tirerons des flèches, afin de relier les mots qui nous délivreront une toute autre lecture du texte des centuries. Les repères principaux pour tracer des lignes seront donc des lettres majuscules. Ces lettres initiales marquant le début d'un nom propre. Ces initiales seront donc mises en valeur dans un cadre rouge, de manière à pouvoir nous repérer dans l'espace. Et c'est une fois les lignes tracées que se révélera une toute autre lecture du texte en question. Mais avant de nous lancer dans le texte des centuries, nous allons nous livrer à un exercice pédagogique. En effet, certains d'entre vous pourraient émettre des doutes et des réflexions du genre « Mais croyez-vous réellement que l'auteur des centuries se soit amusé à glisser tous ces messages à l'intérieur de son texte? N'est-ce pas le fruit du hasard? N'est-ce pas tiré par les cheveux ?» Pour cette raison, et pour la réalisation de ce film, l'idée est venue de rédiger un texte en utilisant la méthode d'Yves de Lessines et en étudiant les découvertes de Francis de la Rivière. Dans un premier temps, on songe à un message, à un scénario mettant en scène des personnages, des lieux géographiques, une intrigue. Et ensuite, selon la méthode, il faut élaborer une grille dans laquelle évoluera notre texte. Une grille avec un contrôle de numérotation en haut et en bas, ainsi qu'une colonne à droite marquant les références du texte. Ensuite, on songe à réaliser des formes géométriques dans lesquelles seront placés les mots-clés qui permettront de décoder le message. Puis, nous plaçons ces mots-clés ici, dans les cadres grisés. Et pour terminer, il faut rajouter d'autres mots afin de compléter la grille, mais aussi de donner l'impression d'un texte homogène et énigmatique. À présent, jouons le rôle du chercheur ou découvreur qui utiliserait la méthode. Mise en valeur des lettres initiales, recherche des mots-clés. Ici, le mot cœur, dont la lettre C, pourrait suggérer un centre, comme centre d'un cercle.
Traçons donc un cercle reliant les initiales proches, et ceci nous révèle Francis, Brigitte, Venise, puis l'anagramme de gondole, comme gondole à Venise. Tiens, tiens. Puis, une ligne relie les initiales de Francis et Brigitte, révélant les anagrammes de rendez-vous et je t'attends. Puis l'anagramme de rivière, sous le prénom de Francis. Tiens, tiens. Puis nous traçons une ligne perpendiculaire et reliant d'autres initiales. Il nous apparaît donc les anagrammes de roi et reine, passant par le mot Athanor. Nous sommes donc dans la thématique de l'alchimie. Cette ligne nous révèle les villes Ath et Charleroi. Puis, eau vive en ligne bleue oblique. Graal, 2 fois, mais dont il manque une lettre G. Allons-nous la retrouver? Puis le mot anglais goal, signifiant à la fois le but et gardien. Nous traçons un autre cercle qui révèle le mot signe en plein milieu de la grille. Nous traçons donc 2 diagonales, ce qui met en évidence la lettre G. Et le groupe de mots, les signes dérivés, révèle en réalité Yves de Lessines. Nous avions Ath et Charleroi, puis le langage des oiseaux nous révèle d'autres communes de Belgique sur cette diagonale. Tournez. Courtrai. Namur. Anvers ou Antwerpen. Et bien sûr, Lessines. À présent, relions toutes les communes sur la carte. Une forme géométrique familière pointe la ville d'Anvers, située au nord. Anvers, la capitale mondiale du diamant. Cet entre-deux tours nous révèle trou dans un mur. Pour libérer Sir Charles l'Emmuré, peut-être. Relions d'autres initiales. Adam, Ève, fautif, peine. Si on trace une ligne symétrique à la ligne bleue d'eau vive, le mot roi semble être au sommet d'une sorte de pyramide. Mais nous avons aussi à l'endroit, puis envers, mot envers. Et la typo, accessoire d'imprimerie, devient hôpital. Hôpital Notre-Dame à la Rose. Puis le mot temps, reliant Francis et Brigitte, nous révèle une horloge et un système numérique. Le chiffre 5 semble être mis en valeur sur l'horloge et sur les contrôles de numérotation inférieure et supérieure.
puis le mot deutéro, signifiant deux, écrit en vertical, et aligné avec le chiffre 2 de notre horloge, lui-même aligné avec le 2 et le 5 du contrôle de numérotation. Et le mot complet Deutéronome fait le lien entre le 5 et le 2, car le Deutéronome est connu pour avoir la place du 5e livre de l'Ancien Testament. Ici, l'intersection met en valeur le chiffre 3 de l'horloge. Mais s'il y a 12 heures dans le cycle de l'horloge, il y a aussi 12 mois dans un cycle annuel. Nous aurions alors 3, comme le mois de mars, et donc 25 mars, comme le jour de la commémoration de l'Annonciation. Et comme nous sommes en alchimie, le roi et la reine doivent se rencontrer. Ici, sur la ligne de roi et de la reine, nous voyons que 7 heures est aligné avec le chiffre 7 du contrôle de numérotation, et que le 5 est aligné avec 5 minutes, comme 7h05, ou alors 19h05, comme 19h05 à Lessines, au 25 mars, jour de la commémoration de l'Annonciation. Et 9 mois plus tard, c'est la naissance du prince. Et si la Terre se mettait à tourner à l'envers? Ce ne serait plus un coucher de soleil à Lessines, mais plutôt un lever. Et pour terminer, en bas à droite, on peut prendre acte du caractère très contemporain du texte par la présence en son sein de l'adresse e-mail de son fou rédacteur. Notre exercice étant terminé, imaginez à présent qu'un travail beaucoup plus vaste et élaboré ait pu être réalisé par un homme du XIVe siècle. Non pas comme ici sur une douzaine de vers, mais sur les quelques 4000 vers qui composent les fameuses centuries. L'immersion dans les centuries et dans les épures de Francis de la Rivière va commencer. Et ici, nous allons nous limiter à 52 vers, soit 13 quatrains extraits de la 6e centurie.
Commençons par une citation tirée de la 8e centurie. Loi, roi et prince Ulpian éprouvé. Prince Ulpian, cité une seule fois dans toutes les centuries, semble bien être l'anagramme de principe à l'un. Un autre élément va nous guider durant notre quête. C'est la lettre A. Ce A, première lettre de l'alphabet, et désigné par ce principe à l'un, nous reconduit évidemment à l'énologie, concept essentiel pour aborder le thème de l'unité divine, et puis celui de la Trinité. Un autre élément nous aidera à remonter vers la source, c'est l'eau. Élément essentiel à la vie, symbolisé ici par la lettre O, comme le fil de l'eau. Mais remonter le courant vers ce chiffre 1, cette unité, semble nécessiter d'emprunter le cours d'une rivière. Ici, il semble qu'il s'agit de la rivière la plus connue des amateurs de mots croisés, la rivière AA. Car s'il existe une rivière symbolisant ces deux lettres, A et O, c'est bien cette rivière AA que nous semble indiquer le dernier vers de ces 13 quatrains. Quand il naîtra du grand infils Agrippe, qui semble nous conseiller d'agripper le fil de l'AA et donc le fil de l'eau de l'AA. Voici donc les premières lignes tracées dont nous entourons les initiales, comme nous le ferons à chaque ligne qui apparaîtra. Sans doute, pour nous indiquer la piste de la rivière AA, ces deux lignes obliques mettent en évidence la lettre A en partant du A de Agrippe vers le A de Assom. Le mot Assom renvoie quant à lui à une autre rivière voisine plus au sud et portant le nom de sa région, la Somme. N'oublions pas que dans la cathédrale d'Amiens, dans la Somme, repose le crâne de Saint Jean le Baptiste, lié, comme chacun le sait, à la rivière du Jourdain. Ce fil de l'AA est donc également le fil de l'eau de l'AA, soit cette eau du baptême qui reconduit et accompagne le corps renouvelé vers un au-delà déjà retrouvé. Nous mettons les lettres A en surbrillance. Puis notre attention est portée au beau milieu de la bande bleue de notre rivière où nous apercevons un alignement de A à côté de l'anagramme milieu. Au-dessus, le mot roi pourrait aussi être une allusion à la commune non loin d'Amiens dans la Somme. Puis nous voyons Tarse et captif, faisant songer à la captivité de Paul de Tarse. Puis deux fois le Jourdain en anagramme. Puis l'anagramme de décapité, ce qui nous amène à deux décapitations connues, celle de Paul de Tarse et de Jean le Baptiste. La bande bleue AA, inclinée à 45 degrés, s'inscrit dans un carré dont le coin supérieur droit révèle les syllabes ouche, rappelant Conche en ouche dans le bassin de la Seine. Et si nous traçons deux lignes symétriques et obliques, partant de la Somme et des Ouches, il nous apparaît que la Seine est située au centre de 7 cours d'eau, 3 cours d'eau de chaque côté. L'axialité de la Seine, avec les 7 cours d'eau, semble suggérer la présence du chandelier à 7 branches, présentant ainsi cette flamme et 7 cours d'eau.
Cette axialité, portant 2 lignes en charpente, nous fait aussi songer à une autre scène, avec 6 apôtres de chaque côté. Poursuivons notre parcours avec d'autres lignes. En voici une passant toujours par des initiales. Et à l'intersection, nous voyons l'anagramme de chrisme. Chrisme comme croisement peut-être. Une autre ligne passe par milieu. Le tout formant une figure bien symétrique dont l'intersection révèle le mot gaulois et sa lettre G mise en évidence. La lettre G semble s'imposer, elle attire l'attention. Mettons tout cela en valeur. On constate une fréquence de mots qui se répètent ou de sonorités très proches. Grand, 3 fois. Gaule, gaulois, gallois. Régnier, araignée. Imaginons un peu. Si les mots régnier et araignée faisaient allusion à une bête au beau milieu de sa toile. Petite parenthèse afin de voir ce qui se trouve au centre de notre grille. Le mot milieu est mis en évidence. Nous allons voir l'intersection des diagonales. Captifs, tous, port, comme porte peut-être, et gallo, golou, pouvant signifier gueule. Et nous voyons que la Gueule est une rivière du nord-est de la Belgique. Elle prend sa source dans le domaine des pierres du Cyclope. La présence du redoutable adversaire semble se confirmer, tout comme la sonorité Gaule, Goliath. Alors les sonorités de Gaulois, Gallois et Gaule pourraient suggérer la présence d'un redoutable adversaire semblable à Goliath. Et si le mot grand, présent 3 fois, était l'anagramme de dragon? Il lui manquerait la lettre O. Mais justement, nous sommes sur le fil de l'eau. Ceci pourrait faire allusion à la présence d'un obstacle sur le chemin, mais nous savons que les obstacles sont là pour provoquer l'effort dans le combat de la vie. Dans ce labyrinthe, il y a forcément un sens qui nous éloigne de la source et un autre qui nous en rapproche. Pour s'en rendre compte, faudra-t-il rencontrer ce monstre et l'affronter? Ici, le mot monge pourrait donner l'anagramme de gnomon, cerné ici par le mot sens. Et, au rebours de son sens, pourrait alors suggérer un mouvement temporel dans 2 sens opposés. Puis, perspective, au-dessus de l'intersection gaulois, résonne avec le mot chasse. De plus, la présence des 2 syllabes H suggère bien de tracer une ligne passant par le mot chasse, dont la lettre H rend sa première lettre à la syllabe H.
Ainsi, si le gnomon fait référence au temps, et si la flèche d'Ulysse doit passer par les anneaux des 12 H, alors 12 H égale 12 H comme les 12 heures de l'horloge. Des lettres E systématiquement à proximité des lettres G et les deux lignes terminées par fort laissent la syllabe OR s'associer à GE. Et nous pouvons donc songer à Saint Georges qui terrassa le dragon. Rappelant Saint-Georges-sur-Eure, traversé par la rivière de l'Eure, heure comme l'heure de l'horloge, et rappelant aussi Saint-Georges-sur-la-A. Le chandelier à 7 branches pourrait bien avoir son opposé. Sur les lignes précédentes, il nous restait la guêpe. Cette guêpe pourrait bien nous montrer le chemin avec son dard, symbole de la flèche. Deux mots apparaissent, fait et mouche, comme faire mouche, puis l'anagramme du mot cible à plusieurs reprises. Trois lignes se tracent et se croisent en intersection sur une lettre C. C comme centre. L'ensemble aboutit au groupe de mots fils Agrippe. L'ensemble de toutes ces lignes forme à nouveau une lettre A. Si nous voulons obtenir la même figure de l'autre côté, voici une ligne partant du 1 de fils Agrippe pour nous révéler plusieurs syllabes de blé. Le blé semblable à une flèche, n'est-il pas l'or de la terre?
De plus, cette même ligne passe par deux lettres H des syllabes H vues précédemment. À présent, c'est ce centre C qui va nous montrer une nouvelle direction. Avec ce centre C, nous étions en fait sur l'axe du chandelier, un axe passant par le centre du grand A, révélant le C de Claude, et se jetant sur la Seine, fleuve central. Alignement de 3 fois grand. L'anagramme de dragon. Et de 7 lettres G. Rappelons que G est la 7e lettre de l'alphabet. Le C de Claude va donc devenir le centre d'une grande cible, à plusieurs cercles concentriques. Trois lignes passant par le centre C nous intéressent principalement. Elles révèlent toutes les mots-clés vus précédemment, ainsi qu'une étonnante fréquence de lettres G. Et n'oublions pas les mots faisant allusion à la notion de gueule, de porte de la gueule de monstre. Réapparition de l'anagramme cible à droite de la grande cible. La lettre A de temps se trouve au centre de cette cible. Donc, apparition de cercles formant une cible dans la cible.
Selon la Bible, une petite histoire de famille amena le patriarche Abraham à se séparer d'Agar et Ismaël en les remettant entre les mains du Seigneur. Un périple qui les amena sur une terre désolée, torturée par la soif. Mais c'est à ce moment que s'opéra le décret divin. Une source jaillit miraculeusement de terre. Que sont devenus Agar et Ismaël? Selon le Coran, cette source donnera naissance à une cité d'où émergera un sanctuaire sacré bâti par Abraham, qui rejoignit Ismaël le temps de sa construction. Le pèlerin à la Mecque tourne 7 fois autour de la Kaaba. Et 7 parties du corps en symétrie touchent le sol lors de chaque prosternation. Fermons la parenthèse. Deux lignes symétriques et tangentes au deuxième cercle de la grande cible mettent en évidence des lettres G et des lettres L, le tout aboutissant au G de régner. Puis on voit qu'avec Bellic et Belgique, il y a un jeu de lettres avec le G. Ce jeu de lettres est peut-être une grossièreté de la Belgique envers un certain Philippe le Bel. Bien sûr, nous connaissons le traitement qui fut un jour infligé par Philippe le Bel à l'encontre des Templiers. Mais ce jeu de lettres pourrait plutôt être une allusion à un autre événement survenu en Belgique, la bataille des Éperons d'or. La forme d'un éperon pourrait suggérer la forme d'un bâton traditionnel de sourcier, ou alors un récipient. Et nous savons que la rivière Aa aboutit à la commune de Grand-Fort-Philippe. Philippe signifie « celui qui aime les chevaux ». L'éperon, c'est aussi le lien entre l'homme et le cheval, comme ici, le centaure avec son arc et ses flèches visant une cible. Centaure, centaure, centurie, centre. Centre d'un cercle dont chaque chevalier doit peut-être transcender la bête qui est en lui. Deux lignes partant de la zone Fémouche traversent la cible en symétrie et convergent vers le mot Europe. Rappelons que dans la mythologie grecque, Europe est la mère de Minos. Ce roi qui fit construire le labyrinthe
pour y enfermer le Minotaure. Ce même Minos est le père d'Ariane, connu pour son fil, permettant de retrouver la sortie du labyrinthe. Ces lignes coupent les zones milieu et grande porte. Europe est composée de Eur et Op. Op, comme dans Cyclope, signifie œil. Or, la cible est semblable à un œil. Et la syllabe heure renvoie de nouveau à l'heure avec un H. Et le mot temps comme instant, mais aussi comme le temps de l'horloge. Les lettres H comme heure sont mises en évidence pour s'associer à la syllabe heure. Ces deux lignes aboutissent aux chiffres 1 et 2 faisant 12, tout comme elles partent des chiffres 1 et 2 pour former 2 fois 12, comme 2 fois 12 heures dans une horloge. Et pour terminer, ici le mot 1000 ans ne peut que nous faire songer à 1000 ans, comme 1000 années. Et l'ensemble de ces deux lignes forme un grand A, avec la bande bleue AA. Tout d'abord, voici deux lignes perpendiculaires. Puis, deux lignes en belle symétrie, l'ensemble mettant en valeur le chiffre 8. N'oublions pas que la lettre H est la 8e lettre de notre alphabet. Et tout ceci forme un grand tas. Mais allons voir l'autre cible. Et nous retrouvons cette convergence étonnante vers le chiffre 8. Nous voyons que Fémouche résonne avec les syllabes ouche, rappelant Conche en Ouche dans le département de l'Eure, et non loin de Saint-Georges-sur-Eure, traversée par la rivière de l'Eure. Le H de chasse et de l'heure semble être de la partie. Puis, d'autres lignes s'ajoutent avec la même harmonie, mettant toujours en valeur le mot 1000 ans. Mais surtout, fait surprenant, toutes ces lignes convergent vers le mot Neptune, qui n'est ni plus ni moins que la 8e planète de notre système solaire, planète non connue à l'époque d'Yves de Lessines. Une numérotation de la cible en horloge met en valeur le chiffre 8. Ici, les chiffres 1 et 7 de l'horloge sont parfaitement alignés avec les chiffres du contrôle de numérotation. Si nous les additionnons, 1 plus 7 égale 8. Mais il y a mieux encore. Imaginez alors qu'il soit 8 heures. Le H du mot de Tarse
est mise en valeur. Or Tars, bien sûr assez fréquent dans la Bible, n'est certainement pas écrit avec un H. Et dans les centuries, il n'y a qu'un seul Tars. Le mot Gironde et le chiffre 8 se positionnent de manière très harmonieuse. Ces 8 cercles imaginaires dessinant des orbites des planètes autour du Soleil pourraient nous faire songer à des ondes. 8 ondes. Or, le mot gire-onde pourrait être découpé ainsi. Gire, onde. Gire comme giration et onde comme de l'eau. D'ailleurs, rappelons-nous la cible précédente avec sa noria en rotation par la force du courant de l'onde. Une ligne perpendiculaire à la bande bleue AA nous indique la Gironde. La ligne bleue 1,8 coupe le faisceau en 3 parties égales. Cette ligne est inclinée à 80 degrés. Puis une symétrie avec les 3 points, Gironde, Tars et Neptune, mettant le mot Tars au centre. Étrange similitude avec le faisceau d'harmonique combinant algèbre et géométrie. La lettre H. H comme harmonie. Faisceau d'harmonique, harmonie des sphères. L'harmonie des sphères aux musiques des sphères, une théorie pythagoricienne selon laquelle l'univers serait régi par des rapports numériques harmonieux, et que les distances entre les planètes dans la représentation de l'univers de l'époque seraient réparties selon des proportions musicales. Voici une nouvelle ligne, passant par le centre de la grande cible.
H de Fémouche, H de Proche, H de Tarse. 1000 de Milan, comme tiré dans le mille. Axe de la Seine. Un mot très énigmatique nous interpelle. Croix, à l'intersection du cercle et de la ligne, formant ainsi une croix. Et donc, le C de plainte devient le centre d'une croix, et deviendra aussi le centre d'une nouvelle cible. Nous y reviendrons. À présent, au sein même de la croix, apparition d'une forme de flèche dont le tracé relie plusieurs lettres G, dessinant une forme de triangle dont la pointe en angle droit pourrait nous indiquer quelque chose. La disposition des lettres G serait très équilibrée s'il y avait une lettre G à cet endroit. Mais le chiffre 7, rappelant la 7e position du G dans l'alphabet, pourrait y remédier. Et la tige de la flèche nous rappelle le jeu de lettres bellique-belgique, insistant sur l'importance de la lettre G. La forme de cette figure géométrique semble faire allusion à un symbole alchimique, le soufre. Et la présence des 3 fois grands, dont un anagramme de dragon, qui revient fréquemment, pourrait donc nous amener à celui que l'on appelle 3 fois grand, un certain Hermès Trismégiste. À présent, voici encore des anagrammes aussi étonnants que prévisibles. Sel, mercure et soufre. Rappelons qu'à proximité se trouve l'horloge vue précédemment. Allons voir cela de plus près. Le symbole du soufre, une petite ressemblance avec le symbole du Sagittaire, si proche de notre centaure. Et là, sous les tirs du Sagittaire se trouvent des anagrammes stupéfiants. Tyran et sort,
tyran comme tiret ou comme tyran avec un Y. Et tyran indique le centre du temps. L'axe du tir passe à proximité du couple soufre-mercure, tandis que la syllabe pont fait le lien entre ces deux opposés, comme ici avec le signe des Gémeaux dans l'axe. La grande flèche semble indiquer l'anagramme de sel. Et à l'intérieur du triangle du symbole soufre, une intuition nous dit que des mots relatifs à l'alchimie ne demandent qu'à être dévoilés. Quelle a été la belle surprise en y découvrant tous ces mots suivants qui vont défiler, en utilisant les lettres qu'une seule fois, bien entendu. Hermès Trismégiste. Mercure. Alchimie. Athanor. Or. Table d'émeraude. Lune. Calice. Axe. Trois fois un. Expeigne. Pourquoi un terme anglo-saxon parmi tous ces termes français? Ne serait-ce pas là une allusion à une des personnalités britanniques les plus connues de l'histoire, mais dont on ignore souvent qu'il était alchimiste? Ne serait-ce pas une allusion à celui qui a découvert qu'un prisme décompose la lumière blanche et unique en un spectre visible composé de plusieurs faisceaux lumineux? Sir Isaac Newton? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Et comme toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique. Si l'on s'attarde sur les deux lettres qui composent le mot « un », on voit que la lettre U est l'inverse de la lettre N. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais rappelez-vous, nous avions vu 3 fois 1 dans le triangle. Disposés sur un triangle, nous aurions 3 fois N du bas vers le haut et 3 fois U du haut vers le bas. Et la rencontre des deux triangles nous donnerait une belle étoile. Ainsi, la superposition des multiples couleurs émanant du prisme d'Isaac Newton révèle le retour à la couleur blanche originelle et unique au centre de l'étoile.
Revenons à notre C de la croix plainte, car elle n'a pas dit ces derniers mots. Un autre cercle apparaît autour du centre C. Puis deux lignes symétriques forment une espèce de tente où nous retrouvons quelques mots-clés vus précédemment. La syllabe tente est présente 2 fois, ce qui semble confirmer la présence d'une tente. Puis un autre cercle apparaît de manière à ce qu'il s'inscrive dans la tente et touche le premier cercle. Nous obtenons un centre G du mot grand. À partir de ce G de grand, 2 autres lignes symétriques forment une autre tente et traversent la zone fait-mouche. Ces 2 lignes traversent la syllabe tente, puis des mots en lien avec la notion d'élection des nouveau-nés. L'axe traverse le sommet de la tente comme un fil à plomb reliant les 2 lettres G. Le ciel et la terre, concept bien connu dans le milieu de l'ésotérisme. Cette tente pourrait aussi être une allusion à la tente de l'Arche de l'Alliance, suggérant ainsi une alliance entre l'homme et Yahvé, entre le ciel et la terre. Puis un 3e cercle apparaît autour du centre C de Sif, le centre C vu précédemment. À présent, voyez à quel point ces cercles alignés vont nous emporter dans les rouages du temps.
À présent, deux événements historiques totalement différents vont peut-être nous enseigner quelque chose. À présent, remontons vers les deux cercles du haut. Voici deux lignes symétriques. Nous retrouvons encore nos mots-clés, dont ces mots-clés à la jonction des deux cercles. Gaule et temps, pouvant résonner avec Golgotha ou gueule du temps, puis portugalois comme porte de la gueule ou porte du Graal. Des termes relatifs au temps ainsi qu'au millénarisme. Nous retrouvons l'ambiance de la chasse, de la perspective et des cibles. Et c'est une lettre en forme de cible qui se trouve au centre de notre affaire, la lettre O. N'oublions pas que nous sommes sur le fil de l'eau. Puis les syllabes per se répètent, sachant que per signifie bleu en parlant de la couleur des yeux. La thématique de l'optique semble se confirmer par la présence des syllabes op pour œil, comme cyclope, de fait-mouche, et des deux syllabes ouche qui pourraient résonner avec le verbe loucher. Les lignes sont étrangement alignées sur le 6 du contrôle de numérotation. Et si nous ajoutons une troisième ligne centrale, logiquement axée sur le chiffre 6,
nous voyons apparaître deux anagrammes pour le moins surprenants. Mire à l'intérieur de la cible, puis borgne et lorgne. Une autre ligne intéressante passe par la lettre O centrale et indique le mot rouge. Perpendiculaire à la bande bleue de l'AA, elle révèle l'anagramme du mot axe. Nous retrouvons les anagrammes de milieu et Milan dans une position bien centrale. Puis, deux autres lignes, en toute symétrie, de part et d'autre, convergent vers le mot rouge. Ces lignes révèlent des mots insinuant la traversée d'une mer.
et le mot rouge, en point de convergence, nous autoriserait à songer à la mer Rouge. Mais plus étonnants encore seront les anagrammes suivants. Moïde, avec un D au lieu d'un S. Pourquoi donc un D au lieu d'un S ? Et la lettre Dalet correspond au delta grec. Et juste à côté, Pharaon au lieu de Pharaon. Puis Moshe et Ramsès. Oscillateur, comme osciller autour d'un axe. Phare-on, oscillation autour de l'axe d'un phare, peut-être ? Alignement précis entre Axe et Moïse, avec la lettre A de Philagrip, et passant par les chiffres 4 et 10 d'une horloge vue précédemment. Mais si l'on fait aligner la lettre D avec le centre de l'horloge, nous alignons le mot 1 d'un fil à grippe en passant entre la 4e et la 5e heure. Mais pourquoi donc entre la 4e et la 5e heure ? Nous y reviendrons. Nous avons 6 fois le mot grand sur ces 3 lignes, et systématiquement, il est traversé par sa lettre D. Et bien d'autres mots sont traversés par leur lettre D.
Nous voilà donc de retour au centre C de Claude. Apparition de l'anagramme Paul, formant une lettre L, juste à proximité du jeu de lettres Bellic Belgique. À présent, c'est la grande ours qui semble vouloir se montrer. Elle apparaît à 8 reprises dans l'ensemble du texte. Anagramme de tourne, dessinant un cercle autour d'une lettre O, et mettant en évidence l'anagramme 1. L'ensemble forma une allusion à la lettre G. La lettre L, inversée, est un G grec gamma. Or, selon certaines croyances de l'Extrême-Orient, les 4 positions successives de la grande ours forment une svastika ayant pour centre l'étoile polaire. Nous avons donc 4 lettres gamma ou lettres L inversées. C et L de Claude attirent notre attention. Apparition de l'anagramme clé. Puis, la syllabe Aude nous fait songer au département de l'Aude, dont l'armoirie est une croix dite cléchée. L'ensemble forme une croix couchée, dont le centre est la lettre L. À droite, nous voyons apparaître les lettres O, alignées en verticale, et pouvant former un triangle avec cette lettre L de Claude. Mais nous avons déjà vu ces 2 lettres O. C'est le O de tous et le O de lorgne et borgne, alignés avec l'anagramme mire, dans la ligne de mire. Si les 2 O forment un triangle avec la lettre L, il se peut qu'il faille rajouter une lettre O, ce qui nous donnerait l'anagramme de focal, tout à fait en phase avec le contexte de ligne de mire, lorgne et borgne. Suivons le prolongement des lignes du triangle afin de voir ce qu'il nous indique. Or, blé. À l'intérieur du triangle, nous pouvons écrire le mot or 13 fois. 13 or. Dirions-nous plutôt trésor. Entre deux. Graal. Et nous retrouvons l'anagramme de milieu à proximité. Puis, l'anagramme de sourire, écrit en vertical, montant vers le sommet du triangle.
Et le sel nous amène donc à l'alchimie, donc au soufre et au mercure que nous avions vus antérieurement. Voici en haut le triangle alchimique qui avait révélé les mots tyran et sort. Et procédons à un prolongement des lignes obliques et verticales afin de découvrir l'emplacement de l'intersection qui pourrait nous indiquer quelque chose. Sourire est traversé en son milieu et mettant en évidence la syllabe gras de Graal, à chaque fois traversée par sa lettre R, comme le R de rayon ou de rouge, ou la lettre D de la porte de l'entre-deux. À présent, juste en dessous, nous retrouvons le groupe de mots au rebours de son sens. Mais le contexte du symbolisme du blé nous autorise à penser au son qui enveloppe le grain de blé, opérant un jeu de mots avec le son de sonorité qui donnerait au rebours de son, comme au rebours de son sens. Comme le souvenir d'un royaume de l'au-delà enfoui dans la mémoire. Et si Ulysse doit retourner vers son royaume, il lui faudra sans doute une clé. Apparition de l'anagramme royaume. Puis en dessous, nous voyons Grand Ours, et nous savons que la Grande Ours, comme la Petite Ours, comporte 7 étoiles. Apparition de l'anagramme Petite Ours, 2 fois. Et là, juste à côté, il suffit de mettre en évidence les lettres O mises à notre disposition. Et comme par enchantement, nous avons le schéma symbolique de la Petite Ours. La clé de sol comme cette note de musique, rappelant ainsi la thématique de la musique des sphères.
Pour devenir petit, il se peut que la fleur nous montre la conduite à adopter. Vouloir être grand emprunte la voie séductive, du centre vers la circonférence, vers l'extérieur, vers la dispersion, la division. Vouloir être petit emprunte la voie réductive vers l'intérieur, la convergence, le rassemblement. Et si ces 76 lettres O étaient une représentation des étoiles dans le firmament? À présent, si le pôle émet des ondes, voyons le nombre de cercles concentriques englobant les 76 étoiles autour de la 77e. Quand Francis de la Rivière réalisa que les lettres O représentaient le ciel étoilé, c'était le jour de l'Ascension. Quelle a été sa surprise ce jour-là, lorsqu'il tomba sur ce texte d'Isaac de l'Étoile.